Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Elle a été magnifique pour vous. Parce que moi, je reviens avec quelques vidéos encore pour vous. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. On est parti pour plusieurs vidéos aujourd'hui. Très intéressantes, très intéressantes. Vous allez voir. Vous avez vu ça, les amis? Ils ont joué un match. Je ne sais plus contre qui, là. L'hymne national. Elle a été huée. Elle a été huée. Elle a tellement été huée qu'on sait, s'il n'y avait pas de drapeau, on ne savait même pas quel hymne national c'était. On ne sait pas de quel pays c'était. Parce qu'on entendait plus les huées que l'hymne national. Ils sont devenus le pays, enfin, on se comprend, le plus détesté au monde. Au monde, grâce à qui? Grâce à Netanyahu. Par ailleurs, juste entre parenthèses, ils ont perdu le match. Les amis, l'avocate Muriel Waknin Melki estime que l'appel à reconnaître l'État palestinien soutient la haine antisémite. Elle déplore sa croissance notable dans la ville de Lyon. Moi, j'ai quand même le début d'une explication. Je ne pointe de responsabilité de personne. J'observe simplement que dans cette ville, le maire Grégory Doucet n'a cessé de faire des appels au soutien du peuple palestinien, ce qui ne me dérange pas dans l'absolu. Mais en revanche, ces volontés affichées de vouloir faire un jumelage avec la ville de Jéricho, d'organiser au sein de la ville, ou en tout cas de laisser s'organiser au sein de la ville, quantité de manifestations semaine après semaine, qui viennent en fait fracturer la cohésion, le vivre ensemble dans la ville de Lyon, et toujours avec cette obsession qui est affichée par certains des manifestants comme étant une haine à l'encontre de l'État d'Israël. Et puis ces remerciements adressés également par le maire de la ville, remerciements entre guillemets, mais oui, ce sont des remerciements, je crois qu'on peut le dire ainsi, vis-à-vis du président Emmanuel Macron, qui appelle à reconnaître un État de Palestine sans aucune condition. Voilà, tout ça, il faut aujourd'hui comprendre que ces appels à reconnaître un État palestinien sans aucune condition viennent de manière, pour nous, très claire, soutenir la haine antisémite qui se développe sous couvert d'antisionisme. En réalité, c'est un écran de fumée. Elle essaie de nous faire croire que demander justice pour les Palestiniens équivaut à attaquer les Juifs. Non. Nous n'attaquons pas les Juifs. Nous demandons simplement la justice pour les Palestiniens. Point barre. On n'a rien contre eux. Nous sommes là justement, juste pour dénoncer les crimes d'un État. Je me sens couvert de honte, insulté, a déclaré le philosophe et essayiste Daniel Salvatore Schiffer. Que je suis moi-même, entre autres, diplômé de l'ULB, de la faculté de philosophie. J'ai fait un DEA à l'ULB il y a quelques années en esthétique et philosophie de l'art, à côté d'autres universités d'ailleurs. Eh bien, je me sens évidemment concerné au premier chef, je me sens couvert de honte, bafoué, insulté par le fait que cette université de grande tradition laïque et critique, mais dont je suis aussi diplômé, puisse m'éclabousser indirectement en prenant comme témoin, comme marraine de la promotion de droit et de criminologie, quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme à travers le Hamas. Là, j'accuse l'ULB indirectement d'être complice à travers Rima Hassan, d'une certaine manière, d'apologie du terrorisme à travers le Hamas et ce que représente Rima Hassan. Au sujet de la création d'une promotion de Rima Hassan à l'Université libre de Bruxelles, ULB. Vous vous rappelez lors de la dernière vidéo, je vous ai dit que ULB, Rima Hassan avait remercié les étudiants de ULB. Donc ils ont créé une promotion au nom de Rima Hassan. Et lui s'est senti humilié, il s'est senti bafoué, il s'est senti honteux. Parce que le Schiffer en question, il ne réagit pas ici comme philosophe.
Mais il réagit plutôt comme un militant. Ce n'est pas la valeur académique de Rima Hassan qu'il conteste. C'est son engagement politique et idéologique. Autrement dit, il ne défend pas l'université. Il défend sa propre ligne. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. On nous a remerciés. Laisse-nous tranquilles. Sur la chaîne CNN, les amis, la journaliste américaine Anna Kasparian, elle a demandé à un partisan d'Israël pourquoi Israël annexe-t-il la Cisjordanie alors qu'il n'y a pas le Hamas ni otage. J'aurais dû penser à cette question. Le gars, il est super gêné, il essaye d'éviter la question. Et vous savez quoi? La journaliste le reprend. Et elle lui dit, non. Réponds à la question. T'es pas en France ici. T'es pas en Allemagne, en Angleterre, où on vous laisse vous échapper, où on vous laisse des échappatoires pour des petits trous de souris pour sortir, allez, pour éviter la question. Tu réponds à la question. Vous savez ce qu'il a répondu? Je ne sais pas. Regardez la vidéo. Is Israel annexing the West Bank, which of course is not governed by Hamas at all? Why are Israeli settlers allowed to just run Palestinians out of their legal homes, build thousands of illegal settlements? West Bank has nothing to do with Hamas. Why is Israel annexing it? Why did Netanyahu say that his stated goal in an interview with I-24 News, an Israeli publication, say that he has a religious need to pursue the greater Israel I'm going to let project? Scott answer quickly, and then we've got to go. Go ahead, Scott. Go ahead, Scott. My view is this. The hostages have been there for almost 700 days. There's a reason that Hamas has not Are you released going to answer them. her question, though? I don't He's know. not. I don't He's work not for the gonna Israeli answer. government. Jane Fonda. Tout le monde connaît Jane Fonda. Je ne vais pas faire un cours d'histoire ici. Jane Fonda. On a vécu des choses ensemble. Tout le monde sait que Jane Fonda, tout le monde le sait qu'elle s'oppose au génocide. Et elle dit, s'opposer au génocide ne fait pas de nous des antisémites. Non, pas du tout. Et elle va plus loin, parce qu'elle enfonce le clou en disant que dorénavant, tout candidat à la présidence qui ne dénonce pas ce génocide et qui a peur de l'AIPAC, le lobby juif influent en Amérique, ne serait pas élu. Les jeunes ne le voteront pas pour lui. Et les amis, ce que Jane Fonda a dit pour les Américains, moi je dis, on doit le dire ici en Europe aussi. Tout candidat qui s'incline devant un lobby, qui préfère les pressions des puissants plutôt que la voix du peuple, doit être rejeté. Les jeunes ont un levier énorme parce que sans leur vote, aucun parti ne tient debout. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent dire que si tu te soumets encore à un lobby, peu importe que soit ce lobby, et que tu ne reconnais pas une injustice qui est devant tes yeux, on ne votera pas pour toi. Wilson Fash, je ne le connaissais pas, j'ai découvert, journaliste de guerre. Il explique son refus de documenter les interventions de l'armée génocidaire. Écoutez ce qu'il dit. J'ai refusé de faire un reportage embed, c'est le mot qu'on utilise dans le milieu, c'est-à-dire de partir embarqué avec les soldats israéliens à Gaza. Parce que je pense que les conditions étaient inacceptables de partir 3 heures à Gaza, entouré de soldats israéliens, d'un officier de presse israélien qui te montre que ce qu'il veut bien te montrer, qui te raconte que ce qu'il veut bien te raconter, c'est-à-dire souvent des mensonges, où tu n'as aucune opportunité de parler à des Gazaouis. Ça, je trouve que la valeur journalistique est trop pauvre, voire inexistante. Et j'ai pas envie de faire la communication de l'armée israélienne. Donc ça, j'ai refusé de le faire. Wilson Fash est sur Raconte. Israël a assassiné le premier ministre yéménite, Ahmed al-Khawi. J'espère que je le prononce bien. Dans une frappe à Sanaa. Imaginez Bayrou, Stammer, Meloni ou Sanchez tués par une bombe étrangère. Ça serait l'apocalypse mondiale. Mais Netanyahou tue qui il veut en toute impunité.
Il s'agit d'une opération ciblée qualifiée de décapitation par Netanyahou. Il affirme avoir frappé au sein d'un rassemblement de cadres outils. Outils, T-H-I-S, pas les outils du Rwanda. Ne mélangeons pas les sujets. Le gouvernement Houthi, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, qu'on le prononce, a confirmé la mort d'Al-Raoui et certaines autres pertes. Et dans la même occasion, il a annoncé des représailles. Priez de toute votre âme que les États-Unis soient toujours de votre côté. Parce que le jour où il y aura un couac, un petit bout que tu n'as pas bien essuyé là, vous serez dans la panade. Rachel Kahn, elle est folle, elle est complètement folle, elle a déjoncté, elle a pété un câble. Elle parle carrément de solution finale. Non, solution finale acceptable. On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Elle parle carrément de solution finale acceptable avec le palestinisme. Rachel Kahn, elle a utilisé l'expression solution finale acceptable en parlant du palestinisme. Évidemment sur CNews. Où voulez-vous d'autre? Cette formule, les amis, on sait tous que cette formule est problématique, car l'expression solution finale renvoie directement au vocabulaire nazi, utilisé pour désigner l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On est bien d'accord. Donc d'un côté, un vocabulaire nazi recyclé à l'antenne, minimisé. De l'autre, si le mot visait Israël, ce serait traité comme une apologie au génocide. L'ex-député Meyer Habib est devenu fou de rage après la rupture des liens entre la Turquie et l'Israël. Il déclare ceci. Ce gars-là, ce petit cochon-là, mon petit cochon, c'est lui-là. La Turquie interdit son espace aérien à Israël. Cette décision est d'une extrême gravité. Ça c'est lui, le petit cochon qui parle. Hein. Hélas, Erdogan est un islamiste pur et dur. Il a depuis longtemps choisi le camp du Hamas. Israël, n'en déplaise à Emmanuel Macron, est en première ligne dans la défense de la civilisation judéo-chrétienne. Ça c'est lui qui dit tous ces mots-là, c'est lui. Ah, il rajoute, soit l'Europe se ressaisit immédiatement, soit ça sera trop tard. Bon, déjà, à mon sens, dans mes tout petits connaissances à moi, la civilisation judéo-chrétienne, c'est du pipeau. Historiquement, les Juifs et les chrétiens se sont persécutés pendant 2000 ans. D'accord? Donc, parler d'une civilisation commune, c'est déjà un mensonge. Ensuite, ce terme a été inventé après la guerre comme outil politique. D'abord, pour faire bloc contre le communisme. Corrigez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, c'est pour justifier qu'Israël serait le rempart de l'Occident contre l'islam. Mais en réalité, c'est juste un slogan identitaire. Parce que quand tu dis civilisation judéo-chrétienne, tu exclus le reste de l'humanité. C'est une manière de dire nous contre eux. Autrement dit, du racisme maquillé en valeurs universelles. Pourquoi les amis CNews diffusent constamment de fake news et visent particulièrement la France insoumise? Parce qu'il y a un projet idéologique d'extrême droite derrière votre chaîne. Aymeric Caron. CNews, c'est marrant que vous posiez la question. Je sais pas, moi je pose la question, pourquoi vous nous visez tout le temps? Je sais pas, moi, poser la question à vos rédacteurs en chef. Non, mais explique. Peut-être parce qu'il y a un projet idéologique derrière votre chaîne. Alors pourquoi? Je sais pas, non mais interrogez-vous. Pourquoi CNews, qui a un projet idéologique d'extrême droite, diffuse des fake news, vise des antifascistes et vise constamment le groupe de la France Insoumise et ses représentants en diffusant des fake news, en calomniant, en insultant?
et en prétendant faire du journalisme. Pourquoi? Moi, je parle de vous. Mais parce que c'est le même phénomène. D'ailleurs, les amis de M. Wauquiez, ils ont leur rond de serviette chez vous. Le RN a son rond de serviette chez vous. Alors, vous pouvez jouer la naïveté aujourd'hui, mais on nous vise parce qu'on est des antifascistes, on est des antiracistes, on est des démocrates et on se bat précisément contre votre projet idéologique. À vous, mesdames et messieurs de CNews, et je salue Pascal Praud. Claude, tu nous parles ce soir des enfants de Palestine. Oui, en effet. Les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 15, 16 ou 17 ans. À bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques qu'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique. Isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Je vous présente Dima El-Wawi. Elle avait 12 ans quand elle a été arrêtée. 12 ans. Regardez son visage. Le jour de sa libération, il y a près de 2 ans. Regardez ses yeux. Aucun enfant au monde ne devrait avoir ce regard. Malheureusement, la violence contre les enfants palestiniens ne s'arrête pas au traitement qu'ils subissent en prison. Le 9 février dernier, le quotidien israélien de gauche Haaretz a publié sous la plume du journaliste Gideon Levy, qui est une... Voilà les amis, voilà les vidéos que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu, autant que moi j'ai pris plaisir à le faire pour vous. Des petits pouces, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, viens agrandir notre famille, viens qu'on supporte et qu'on encourage nos amis palestiniens. Sur ce les amis, j'espère vous revoir d'ici quelques jours. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, que la paix soit sur vous les amis. Ciao.